Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci à Stéphane et merci aux organisateurs pour l'invitation. Alors avant d'en venir à des vécus concrets du transnational, dans le contexte migratoire, au contexte de mobilité entre le Portugal et l'Angola, l'Angola qui est une ancienne colonie portugaise en Afrique australe, je voudrais brièvement évoquer quelques éléments de contexte historique, géographique et aussi de positionnement épistémologique. Et je m'excuse auprès des organisateurs parce qu'il se peut que je déborde aussi un peu sur la table ronde suivante. Alors mes recherches sont centrées sur le Portugal, un pays qui est un ancien empire coloniaux européens, un empire qui a été vu comme subalterne, mais qui a pris fin très tardivement, puisque la perte de l'empire, du point de vue du Portugal, date de 1974, avec la révolution des œillets, qui met fin à 50 années de dictature, mais aussi à la fin de l'empire colonial. Et il y a tout un tabou qui est en train d'être levé au Portugal autour de la perte de cet empire, avec notamment une historiographie hagiographique de l'empire qui s'est poursuivie largement après 1974. Alors, cette date de 1974, elle correspond du point de vue des territoires colonisés aux indépendances. Et là, c'est ce qui va m'intéresser, puisqu'il y avait en Afrique deux colonies de peuplement, le Mozambique et l'Angola. D'autres colonies aussi, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et en Asie, le Timor oriental. Je ne reviendrai pas sur l'histoire de ces différents empires. Ce que je voulais dire en évoquant ce contexte, c'est que les indépendances des colonies africaines engendrent des phénomènes de rapatriement qui vont m'intéresser plus particulièrement, d'exil, puisque certains des colons se disent exilés, ils ne rentrent pas au Portugal où il y a eu pour eux où il y a un péril communiste suite à la révolution des œillets, mais donc ils s'exilent vers d'anciens territoires, des anciens territoires de l'empire et notamment vers le Brésil. Et si j'évoque cela, c'est que je veux inscrire mon propos, cette question des trajectoires transnationales, dans la continuité de mobilité, de migration au sein de cet empire colonial, et aussi dans la continuité donc de ces indépendances et du post-impérial. Je m'expliquerai un peu plus après. Donc, on a au moment de l'indépendance de l'Angola, des rapatriements de colons vers la métropole, ce qu'on a appelé les retornados, mais on a aussi des colons, notamment des hommes mariés, des hommes blancs commerçants mariés à des femmes autochtones qui vont rester en Angola et qui vont faire le choix de devenir angolais. On a encore d'autres figures d'Angolais qui se disent blancs et qui se sont battus dans les mouvements indépendantistes et qui restent sur place. Et donc, j'évoque très brièvement ce contexte extrêmement complexe, mais simplement pour dire que c'est un ensemble de ressources qui vont être mobilisées dans les mobilités et les migrations contemporaines, des ressources au niveau de réseaux de parenté, mais aussi de réseaux politiques. Alors, au moment de ces indépendances, il y a ces rapatriements, il y a des exils et tout cela. Il y a des individus, des groupes qui restent. Et cela, donc, montre que ces individus, ces familles, ces groupes doivent faire des choix d'appartenance, notamment en termes de nationalité. Et donc, très concrètement, les familles de rapatriés au Portugal deviennent ou restent portugaises, mais les familles et les individus qui restent en Angola deviennent angolaises par la loi de la nationalité angolaise. Mais pour rendre les choses encore un peu plus complexes, elles redeviennent ou elles récupèrent la nationalité portugaise avec le changement de loi au Portugal en 81. Donc ce sont des individus
qui vont être des binationaux. Et c'est un élément aussi important dans ces vécus du transnational, parce que l'on voit que si du côté portugais, il semble finalement assez aisé d'être membre de plusieurs sociétés, du côté angolais, il est plus compliqué d'être à la fois angolais et portugais. Enfin, je voulais aussi évoquer un point aveugle dans cette recherche sur le rapatriement, qui s'est beaucoup focalisé au Portugal, donc sur les familles de blancs, colons blancs. Et donc, il y a un point aveugle autour de ces retornados qui sont issus de couples mixtes, qui ont eu des trajectoires sociales très différentes dans la société portugaise, minorisés, racisés. Ils ont vécu dans des espaces de résidence périurbains qui sont socialement ségrégés. Et je regarde aussi certaines mobilités transnationales du Portugal vers l'Angolais, avec cela en tête, à savoir des Portugais qui ont pu aussi choisir de partir vers l'Angola pour s'émanciper d'une situation d'infériorisation sociale et raciale. Enfin, d'un point de vue épistémologique, je mobilise le concept d'œcuméné. J'ai entendu ce matin Alessandro Monsetti mobiliser le concept de global écuméné. Et là, je reprends la proposition théorique d'un anthropologue portugais qui s'appelle João Pina Cabral et qui voit ces mondes lusophones, donc issus de l'histoire de l'Empire portugais, comme, je le cite, un espace d'intercommunication plus dense, déterminé par le partage d'un passé historique commun. Mais la limite de cette approche d'œcuméné lusophone, c'est qu'il se focalise beaucoup, ses recherches se focalisent plutôt sur les élites impériales et post-impériales, métisses, avec cette idée d'un cosmopolitisme lusophone qui reste très ancré dans un nationalisme impérial, cette idée que le Portugal a été pionnier du dialogue culturel à l'échelle globale, avec une mémoire officielle dans laquelle les processus de conquête, la traite négrière et la domination coloniale sont effacés. Donc voilà, c'est pour aussi montrer ce regard critique aussi que je pose sur cette catégorie de lusophone, monde lusophone et lusophonie. Finalement, dernier élément de contexte, on se trouve face à une formation aussi politique post-impériale, puisque le Portugal, avec le Brésil, en 1996, a créé une communauté des pays de langue portugaise, avec une dimension économique et culturelle, notamment linguistique, assez marquée. Mais dans cette communauté des pays de langue portugaise, il n'y a pas de politique migratoire commune. Et donc, au fur et à mesure des crises migratoires qui concernent ces différents pays, il peut y avoir donc des protocoles bilatéraux de facilitation des visas qui sont négociés entre les États, mais il n'y a pas de facilitation de circulation. Alors, je parlais de protocole bilatéral de facilitation des visas, et c'est justement ce qui s'est produit en 2011 entre le Portugal et l'Angola. Pourquoi 2011 ? Parce que au moment de la crise économique, à partir de 2008, au Portugal, il y a eu une forte augmentation des flux migratoires portugais vers l'Angola. L'Angola était sortie d'une guerre civile très très meurtrière et donc après avoir été la République populaire d'Angola, le pays se libéralise et ouvre son économie à des capitaux étrangers et notamment fait appel à des entreprises portugaises. Ce qui va dans les années 2000 et encore plus dans les années 2010 créer une accélération de différents flux d'expatriation, mais pas seulement. Je reviendrai sur la distinction que je fais entre expatriation et émigration économique. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2013,
il y a 115 000 Portugais recensés par l'Observatoire portugais de l'immigration qui sont installés en Angola, sachant que ce chiffre pourrait être largement discuté, puisque la catégorie de Portugais elle-même pose question, elle ne tient pas compte des binationaux angolais-portugais. Alors, je vais revenir très rapidement sur un cas concret de vécu transnational à travers ce personnage d'Antonio que j'ai rencontré donc lors d'un terrain à Luanda. Je l'ai rencontré à d'autres moments au Portugal, où il rentrait voir sa femme et ses enfants ainsi que sa maman. Alors Antonio, il a 42 ans, on est en 2012, et il est chef cuisinier dans un restaurant gastronomique portugais de Luanda. Dans ce restaurant gastronomique, les cadres de l'entreprise et le personnel qualifié sont des Portugais, et le personnel non qualifié est composé majoritairement d'Angolais. Alors Antonio raconte qu'il a émigré en 2011 suite, dit-il, à l'échec de plusieurs projets professionnels au Portugal. Il a essayé d'ouvrir un restaurant qui a fait faillite, puis un commerce de vêtements. Et le sens qu'il donne à sa migration, c'est que finalement, c'était son unique chance de sortir de la précarité économique. Alors, une des questions qui se pose, c'est pourquoi à ce moment-là, n'émigre-t-il pas vers le Royaume-Uni, vers la France, vers le Luxembourg, qui sont les destinations de la majorité des jeunes Portugais diplômés et non diplômés qui émigrent dans ce contexte de crise économique des années 2010. Et donc, une des analyses, c'est que Antonio cherche à se démarquer de la figure d'émigrant économique portugais, subalterne en Europe, et que donc il se projette dans cette figure du colon portugais et qui va saisir sa chance dans cet territoire anciennement colonisé. Je reviendrai après rapidement sur ces questions mémorielles aussi que ça pose. Et Antonio raconte: j'ai toujours eu envie de revenir ici, donc en Angola, d'où je suis parti à l'âge de 7 ans. Donc vous comprenez qu'il est lui-même un retornados. Il raconte j'en avais de bons souvenirs, je me suis toujours identifié à cette culture et durant tout le temps passé au Portugal, on a toujours continué à avoir des liens. En fait, le père d'Antonio avait aussi une femme et des enfants en Angola. Ce qu'a découvert Antonio au moment où lui, il arrive en Angola, il découvre qu'il a des demi-sœurs, des demi-frères. Alors en 2005, il avait alors 35 ans, il avait fait un premier séjour en Angola avec un visa de résidence ordinaire, et ensuite avec l'aide du service des ressources humaines de l'hôtel qu'il employait à l'époque, il fait des démarches administratives d'acquisition de la nationalité angolaise. Et donc sa naissance sur le territoire angolais lui ouvre le droit à la nationalité angolaise sans perdre celle portugaise. Et donc, à travers l'acquisition de la nationalité angolaise, il espérait une intégration économique plus rapide dans ce pays, en projetant d'y créer sa propre entreprise, sans avoir la nécessité de recourir à un associé angolais, ce qui est la loi. Il projette aussi de faire venir sa femme et ses enfants, dès qu'il aura les moyens de leur offrir, dit-il, une vie agréable, ce qui est très compliqué, très cher à Luanda, qui était à cette époque une des villes les plus chères au monde, à cause de ce contexte de présence d'entreprises liées à l'extraction du pétrole. Et donc, c'est une ville où circulaient ce qu'on appelle les pétrodollars. Et donc, dans ce qu'il projette par rapport à la venue de sa famille, on pourrait penser qu'il se rapproche du profil des expatriés, que j'ai pu aussi observer, et qui vivent en gros dans des bulles entre expatriés, sans volonté de s'insérer dans la société locale. Or, ce n'est pas le cas d'Antonio.
son histoire familiale fait qu'il cherche à mobiliser des réseaux sociaux d'interconnaissance sur place, autant politiques que familiaux. Et après avoir tenté sa chance à Luanda, il poursuit sa mobilité interne pendant une dizaine d'années. Et finalement, il arrive dans une région qui est beaucoup plus au sud du pays, la région de Lobito. Et là, je comprends dans un autre récit, à travers un autre récit, que c'était la région où son propre grand-père, qui était commerçant, s'était installé. Et je comprends aussi que donc il est sur les traces de la présence familiale en Angola durant la colonisation. C'est aussi un territoire de très forte présence de communautés portugaises, aujourd'hui désignées diaspora portugaise, et donc c'est aussi un lieu de mise en lumière dans les médias portugais de cette présence des Portugais en Angola à l'heure actuelle. Alors pour finir, peut-être évoquer cette notion de retour qui était présente, qui est présente dans la trajectoire que je viens de vous présenter, retour en colonie, trajectoire qui s'inscrit dans une mémoire familiale quand même articulée autour d'une nostalgie du passé, avec une absence de regard critique sur ce passé. Mais j'aurais pu vous présenter l'inverse des trajectoires d'individus qui s'inscrivent justement dans une rupture par rapport à cette continuité historique. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, me semble-t-il, il reste cette forte présence de l'idée d'un cosmopolitisme lusophone, cette idée que du Portugal vers l'Angola, en fonction des contextes sociaux, politiques, économiques, on peut ensuite partir travailler et vivre au Mozambique, au Brésil, voire à Macao. Et donc cette idée de cosmopolitisme lusophone me pose question, et je pense que, en tout cas dans ce contexte d'études dans cet espace post-colonial et post-impérial, il est important de s'y pencher. Cette question du retour qui permet de questionner la complexité de l'articulation entre migration et installation se pose aussi en sens inverse, à savoir maintenant de l'Angola vers le Portugal. Volontairement, je complexifie les choses, puisque en 2014, il y a eu un effondrement des prix du pétrole sur les marchés internationaux, donc qui a fortement impacté l'Angola, dont l'économie est très peu diversifiée. Et donc, il y a eu une crise économique persistante, et le pays a même sollicité un prêt au Fonds monétaire international. Et donc, cela a engendré l'arrêt des financements des grands travaux publics, pour lesquels travaillaient de nombreuses entreprises portugaises, et donc des entreprises qui ont dû fermer, et ces fermetures donc, ont engendré des retours au Portugal. Et au même moment, cela coïncide aussi avec un changement de la loi de la nationalité en Angola, empêchant les citoyens qui sont descendants nés en Angola, d'étrangers nés en Angola avant l'indépendance, donc d'acquérir la nationalité angolaise. Donc c'est un contexte aussi beaucoup moins favorable à ces descendants de colons, avec même, j'ai fait un entretien dans le service des frontières, avec même une mise en doute de leur démarche de nationalité, disent frauduleuse, pour tous ceux qui, depuis une dizaine d'années, ont cherché à récupérer la nationalité angolaise. Voilà, donc je voudrais conclure sur ce brouillage des catégories pays d'origine, pays d'installation, auxquels ces exemples ou cet exemple nous renvoie. Retour au Portugal pour
pour certains de ces individus, mais qui ne sont probablement pas des retours définitifs, avec un défi aussi en termes de recherche, pour étudier chez les mêmes individus la manière dont le vécu du transnational se reconfigure, au niveau des familles et des liens transgénérationnels, au niveau des sentiments d'appartenance et des statuts sociaux, entre autres, avec des expériences aussi de déclassement social. Voilà, je vous remercie.